Merci de suivre les programmes de Medi 1. Bienvenue à tous. Il est presque impossible de s'alimenter sans cet aliment de base que vous connaissez très bien. Il s'agit du pain fait à base du blé avec le maïs et le riz. Il est la troisième céréale la plus produite et la plus consommée dans le monde. Les principaux États d'Afrique producteurs de blé sont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Algérie, le Maroc et l'Afrique du Sud. Les pays du continent africain ayant les plus faibles productions de blé sont le Cameroun, le Malawi, les Swatini, Madagascar et le Botswana. Et pour faire face à des crises alimentaires récurrentes dans le monde en général et en Afrique en particulier, plusieurs interrogations se posent afin de répondre à la demande des populations africaines s'agissant du blé. Comment renforcer la production du blé en Afrique ? Quelle alternative aux céréales comme le blé sur le continent? Quel mécanisme faut-il mettre en place pour répondre efficacement à la demande qui est supérieure à l'offre en Afrique? Pour en savoir plus, nous sommes avec deux invités. Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi Medi TV. C'est un grand plaisir d'être là aussi pour parler de l'économie de manière générale, quoi. Alors le plaisir est partagé. Nous sommes avec notre docteur Souleymane Keita. Vous êtes enseignant spécialiste des finances publiques. Merci d'être avec nous. Merci et bonsoir. Et c'est aussi une occasion pour moi de vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui de parler de l'Afrique, parler de l'alimentation en Afrique. Je remercie M. Gueye et je remercie également Medi TV pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler de cette question, de cette problématique aujourd'hui, qui est importante pour nous et aussi pour l'émergence du continent africain. D'accord. Face à des crises alimentaires récurrentes, il est urgent aujourd'hui de renforcer la production agricole, surtout que d'ici 2050, le nombre d'habitants du continent africain pourrait doubler. Docteur Keita, qu'en dites-vous justement ? Ok, comme vous l'avez dit, la démographie aujourd'hui est une donnée importante qu'il faut intégrer dans le problème de l'Afrique. Maintenant, aujourd'hui, l'alimentation va de pair. Aujourd'hui, donc, le continent africain doit réfléchir sur les alternatives. D'abord, d'avoir de l'autosuffisance, parce que tous les produits dont vous parlez aujourd'hui, le blé et que ce soit d'autres produits également, nous avons la consommation extravertie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des pays de l'Afrique importent ces produits-là pour leur alimentation. Aujourd'hui, dans l'alimentation, je suis en face d'un boulanger, il vous dira, dans nos quotidiens du matin au soir, donc le blé, en tout cas les produits à base de blé sont utilisés à plus de 70% dans notre alimentation, ce qui constitue aujourd'hui une charge importante, n'est-ce pas, en termes de famille, en termes d'argent. Donc aujourd'hui, dire que donc, notre habitude de consommation aujourd'hui dépend de l'extérieur, ça pose un problème au niveau de l'épargne. Parce que nous avons dans nos économies, nous faisons de l'épargne et cette épargne-là qui est consommée ici est exportée vers l'extérieur parce que le blé que nous consommons est importé. Donc c'est une impérative pour le continent africain, c'est une impérative pour le Sénégal aujourd'hui de trouver des alternatives pour nous permettre, n'est-ce pas, que, en tout cas dans la plupart du temps, que nous puissions consommer ces produits-là et que ces produits puissent être produits sur place. C'est vrai que le type de température que nous avons, de climat que nous avons, ne sont pas propulsés à ça. C'est ce que nous appelons à nos étudiants la substitution. Donc il faut voir aujourd'hui des produits de substitution qui nous permettront aujourd'hui d'échanger les habitudes aussi de consommation pour voir dans la mesure du possible comment nous pourrons avoir de nouveaux produits que nous pourrons consommer et qui répondent effectivement aux aspirations de notre sol et de notre sous-sol. Monsieur Gaye, les nombreuses transformations que peut subir le blé dans le processus agroalimentaire industriel modifient parfois sa structure et le rendent moins digeste. Partagez-vous cet avis? Non, ça dépendra de quel type de transformation qu'on doit faire sur le blé. Et on parle de changement d'habitude alimentaire. Dans certains pays, par exemple, le type 180 est utilisé. Ça veut dire que ce blé-là n'a pas fait beaucoup de transformations. Ça veut dire qu'on a conservé toute l'enveloppe de la graine. Mais par contre, ici au Sénégal, dans d'autres pays africains qui mangent par exemple le pain, on utilise beaucoup plus les types 55-65 et le type 45, mais 45 c'est pour la violence et tout ça. Donc ça veut dire que cette transformation, effectivement, ça dépendra de l'utilité et de l'utilisation. C'est pourquoi moi je suis d'accord, effectivement, que pour nous, le pain, par exemple, fait avec du blé, pain complet, et vraiment renferme tous les apports nutritionnels. Donc, effectivement, prendre ce type de pain
qui n'a pas, type de farine qui n'a pas subi beaucoup plus de transformation est meilleur, ça va conserver tous les apports nutritionnels. Par contre aussi, il faut comprendre aussi, dans le blé aussi, qui est très important dans la nourriture, il faut comprendre aussi, il y a plusieurs variétés de blé. Il y a des blés durs qui ont certainement beaucoup plus de protéines pour certaines, comme les blés que vous allez aux États-Unis, par exemple les blés américains, les blés. Donc c'est plus cher, n'est-ce pas? Ensuite, le blé dur, comme vous prenez le cas du Maroc, je peux donner un exemple, qui utilise beaucoup plus maintenant de blé dur, parce que même dans le pain, parce qu'avec la semoule, il faut comprendre qu'au Sénégal, par exemple, nous n'utilisons pas de blé dur. Les meuniers utilisent quelques blés durs pour le transformer encore avec ce qu'on appelle le blé tendre. Donc il y a différents types de blé, il y a plusieurs variétés de types de blé. Donc pour le blé, pour la panification, c'est pourquoi quand j'entends beaucoup dire blé, 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 il faut quand même qu'on puisse identifier qu'est-ce qu'on veut. On peut avoir du blé fourragère, le Mali même il peut faire du blé, mais est-ce que c'est du blé qui peut être panifiable, n'est-ce pas? Il y a des blés uniquement pour le bétail. Ouais, donc il faut quand même qu'on puisse donner la bonne information. Aujourd'hui, le Maroc, par exemple, ils sont très en avance par rapport à l'utilisation de farine de blé avec le blé dur dans le pain déjà. Donc aujourd'hui, moi, par exemple, je fais... C'est un exemple à suivre. Voilà, c'est un exemple à suivre quand même, oui. qui conserve beaucoup plus d'apports, beaucoup plus de protéines. Ce qui est important, c'est qu'on appelle la sécurité alimentaire de la population. Donc, c'est les apports nutritionnels. Mais par contre, chez nous, bon, on est obligé d'utiliser la farine blanche. Une farine blanche, c'est le type 55 qui fait du pain, parce que c'est pour permettre un bon développement. Par exemple, la farine de type 180, par exemple, où on n'a pas suivi beaucoup de transformation, le développement de ce pain-là pose problème. Ouais. Alors justement, je vais citer quelques États producteurs de blé au monde. Il y a la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis et la France. Et maintenant en Afrique, tout à l'heure vous parlez du Maroc, effectivement. Le Maroc, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Algérie, je le disais même à l'entame de mes propos, et d'autres pays, j'en passe. Docteur Keita, connaissant cette réalité, nous savons que c'est très difficile actuellement, nous consommons beaucoup plus cette denrée qui vient de l'extérieur. Alors j'ai envie de vous poser la question, quel mécanisme faut-il mettre en place pour répondre efficacement à la demande qui est supérieure à l'offre en Afrique? Ok, d'abord je reviens un peu sur la première question que vous avez posée tout à l'heure à notre collègue, M. Gué. Et je dis tout chemin de production, n'est-ce pas, qui peut amener à diminuer la valeur nutritive d'un produit et qui n'intègre pas effectivement les questions de développement durable sont à éviter. Et les normes aujourd'hui universelles sont mises en place, n'est-ce pas, pour la production de blé. C'est qu'il faut éviter que le blé soit digeste ou pas, il faut que les normes nutritionnelles alimentaires puissent être respectées pour que la production ne puisse pas avoir des effets négatifs, n'est-ce pas, sur la santé. Parce qu'il y a certains types de produits, quand vous les consommez, peut-être pour des questions liées à l'économie d'échelle, vous allez encore avoir d'autres coûts parce que ça va entraîner des questions de maladies et que donc les études ont été faites par rapport à toutes ces questions-là. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des schémas de production qui sont mis en place. C'est-à-dire aujourd'hui, les schémas traditionnels, ce qu'on appelle les avantages comparatifs, ont permis aujourd'hui à certains pays africains de délaisser la production de blé parce qu'ils n'avaient pas l'avantage dans la production de ce type de produits. Mais aujourd'hui, avec le développement du commerce international, nous nous rendons compte aujourd'hui, il faut que nous sortons de ces schémas traditionnels. On parle maintenant aujourd'hui de ce qu'on appelle les avantages voulus, les avantages provoqués. Et comme vous l'avez dit aujourd'hui, dans les habitudes de consommation, la population africaine consomme en grande partie ce qu'on appelle le blé dans les habitudes alimentaires. Donc nous avons des schémas ici, en fait, n'est-ce pas, des institutions qui peuvent nous permettre aujourd'hui de nous appuyer pour permettre effectivement qu'un pays comme la ZLECA, c'est une institution aujourd'hui que les pays africains ont mis en place, la CEDEAO, il y a des mesures incitatives qui doivent être mises en place pour permettre effectivement, d'abord pour alléger effectivement le coût de production. Ça, c'est un élément. L'autre alternative que vous avez parlé aujourd'hui, c'est d'aller vers des produits de substitution. On n'est pas obligé forcément, n'est-ce pas, de prendre que du blé. C'est-à-dire pour fabriquer du pain, je suis en face d'un spécialiste qui est dans la boulangerie, il le sait très bien, qu'on peut faire du pain à partir de mil, qu'on peut faire à partir de d'autres alternatives. Donc aujourd'hui, le problème fondamental, c'est vrai qu'on a tendance trop à
mettre l'accent sur l'État. Non, il faut aussi, nous, en tant que population, que nous changeons nos habitudes de consommation. C'est-à-dire, le problème fondamental aujourd'hui, il faut agir, n'est-ce pas, sur la communication pour voir comment nous, en tant que population, nous pouvons changer notre habitude pour que nous puissions intégrer de nouveaux produits dans la consommation. Ça peut avoir un impact d'abord sur le coût de production et puis aussi ça peut développer les alternatives. Aujourd'hui, le mil est là, d'autres produits que nous consommons et donc la production est mieux vendue sur le marché. Donc aujourd'hui, je pense que les alternatives sont là. Le schéma traditionnel qui est là, c'est d'aller vers les produits de substitution. Il faut qu'on aille vers les produits de substitution. Ça ne pourra pas être effectif à 100%, mais progressivement essayer d'intégrer des produits de substitution dans la production. Monsieur Gaye, docteur Keita a parlé d'autres alternatives et je pense que le Sénégal est déjà dans ce processus. Mais permettez-moi de parler quand même de la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il y a aussi d'autres pays qui aujourd'hui ont trouvé d'autres alternatives. Je veux parler de la farine de manioc, de patates également. Que pensez-vous justement de ces initiatives ? Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, nos pays africains sont outillés. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire que j'ai visité, que j'ai parti dans le cadre d'un programme de la Banque mondiale comme missionnaire, et nous avons travaillé, parce que dans le projet du WAP, la Côte d'Ivoire, effectivement, il y a une industrie qui fait la transformation de la farine de manioc, mieux la farine de banane. Donc, toutes ces alternatives qu'on puisse incorporer à des taux différents dans le pain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du pain 100%, par exemple, manioc, mais on fait des incorporations. Au Sénégal, nous avons fait récemment des tests de validation par rapport à un décret. Nous sommes allés à 40%. On peut aller plus. Mais il faut comprendre que le changement des habitudes alimentaires des Africains pose problème. On ne peut pas du tic au tac leur imposer. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous voulons aller step by step. Par exemple, pour le mil, on a une incorporation de 20%, pour le maïs 20%, pour le manioc 40%, par exemple pour la banane. C'est pourquoi c'est important que nos pays africains puissent se réunir pour faire des échanges, comme dans les cas. Aujourd'hui, on peut faire des échanges avec la Côte d'Ivoire avec la farine de banane, parce qu'ils sont en avance. La même chose pour la farine de manioc au Sénégal, on est en train de le faire des industries de transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le changement de mentalité qui doit s'opérer. Mais de façon progressive, vous êtes en train de dire. Maintenant, il y a mieux encore. Effectivement, on peut faire, moi aussi, chez moi, dans ma boulangerie, je suis en train de faire, par exemple, des pains sans gluten. Ça veut dire qu'il n'y a pas de blé. Mais la forme n'est pas en forme de baguette. Nous sommes trop colonisés pour parler baguette. Nous, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, nous en voulons toujours des baguettes. Mais pour faire des baguettes, il faut impérativement incorporer le blé. Mais par contre, on peut faire par exemple des pains sans gluten où je peux mettre par exemple la farine de patate douce plus la farine de riz. Mais c'est en forme de toast, comme on appelle en forme de cake. Donc il faut adopter le système anglo-saxon où ce n'est pas des baguettes, c'est des formes. Donc il faut travailler. On peut aller directement avoir effectivement du pain 100% sans blé, mais il faut que la forme change. Vous avez parlé aussi de gluten, c'est une substance qu'on retrouve justement dans le blé. Uniquement dans le blé. Certaines personnes disent, vous allez me dire si ce n'est pas le cas, certaines personnes disent que ça cause quelques ennuis de santé. Est-ce vrai? Oui, exactement. C'est pourquoi je dis qu'il y a des personnes qui sont intolérantes au gluten. Ils ne peuvent pas accepter de prendre une goutte de blé parce qu'il y a de l'amidon. Donc, donc ce type de l'amidon au niveau du blé, c'est ce qui permet le développement du pain. Donc, vous voyez les pays ici en Sénégal, les gens aiment le pain gonflé, gros. Sans mettre une baguette faciale même, ils vont te faire. Donc, bizarrement, la plupart des boulangers, des Sénégalais qui mangent du pain comme ça, gonflé, mais il faut qu'ils comprennent, ça n'a aucun apport nutritionnel, ce qu'ils sont en train de manger. Parce que tous les apports sont partis. Parce que vous savez, l'amidon, c'est des farines. Dans le blé, il y a des amidons, c'est des sucres lents. Vous mettez la levure, les améliorants, donc vous créez une réaction chimique, quand même, qui prend ces sucres se transforment en gaz, en alcool, quand même, c'est très bien. Mais si vous laissez, avec la levure, qui vont nourrir la nourriture sur les sucres lents qui sont sur le pain, si vous laissez une fermentation trop élevée, tous les apports vont être épuisés. Les glucides, les lipides, les protéines. Bon, qu'est-ce qu'on mange? C'est pourquoi je dis aujourd'hui, il faut que les Sénégalais changent nos habitudes alimentaires, les Africains d'une manière globale. Donc,
On peut faire du pain. Comme a dit d'ailleurs le président Voilà. du Sénégal, Macky Sall, il faut un changement d'habitude. Mais il faut qu'on arrête ces slogans-là. Parce que moi, depuis des années, on est dans ça. Et il y a tellement de slogans dans ce pays-là qu'on peut pas. Il faut qu'on arrête quand même. Hein. Il faut qu'on nous arrête quand même de parler de slogans. Il faut qu'on passe à l'acte. Il faut qu'on éduque nos pays-là, surtout nos consommateurs. Il faut que les consommateurs exigent. Ils sont trop exigeants. Il faut que ça s'arrête. Il faut quand même. Le patriotisme économique aujourd'hui doit prévaloir pour aller dans le sens de réussite de ces slogans-là. Vous voyez, donc, c'est pourquoi moi, je ne suis pas partisan. Parce que quand on me parle de la culture du blé, peut-être dans certains pays africains tempérés, c'est possible. Parce que le blé est cultivé dans des pays tempérés. Mais imaginons, je donne un exemple, si le Sénégal, ils disent qu'ils ont 8 variétés qu'ils ont homologuées. Vous lui demandez la question, quel est le rendement à l'hectare? C'est 3 tonnes à l'hectare. La même chose, vous allez le blé dans d'autres pays, c'est plus 8 tonnes à l'hectare. Mais pourquoi se tracasser pour cultiver ce blé qui va être beaucoup plus de charge? Mais mettez tous vos moyens dans nos céréales qui peuvent produire, aller très vite. Alors, vous me permettez justement de parler d'un point qui est important. La responsabilité de nos dirigeants. Je vais m'adresser à vous, Dr Keita. La production mondiale de blé est estimée à environ 800 millions de tonnes métriques par an. Et consommer le blé qui vient de l'extérieur, ça veut dire quoi? Enrichir d'autres pays. Dr Keita, vous êtes enseignant, spécialiste des finances publiques. Selon vous, quelle est la part de responsabilité de nos dirigeants actuellement face à cette problématique? D'abord, les responsabilités sont partagées, il faut peut-être le dire comme ça. Les initiatives qu'il faut pour développer effectivement la consommation locale, nos États ne mettent pas l'accent. Le problème aujourd'hui, la plupart des États africains sont à la phase des slogans. Il faut aujourd'hui qu'il y ait des actions concrètes qui vont dans ce sens-là. On l'a dit tout à l'heure que le rendement par hectare, par exemple, du blé en Afrique, en tout cas pour la plupart des pays africains, est peut-être aujourd'hui relativement très très faible par rapport à d'autres types de produits. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas l'utilité aujourd'hui pour nos pays africains de continuer toujours à nous imposer les produits à base du blé à peut-être au minimum à plus de 50%. C'est pas rentable. Je vous ai parlé également aujourd'hui de l'autre aspect également, c'est au niveau de la population. Nous avons une population qui est réfractaire effectivement au changement. Depuis quelque temps, nos habitudes de consommation, que ce soit à partir du blé, que ce soit à partir du textile, c'est exactement la même problématique. Aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui les habitudes de consommation des pays africains, vous êtes RT. Parce que nous consommons toujours ce que nous ne produisons pas. Et quand c'est comme ça, nous supportons les coûts de production de l'extérieur et nous continuons toujours à alimenter effectivement les industries d'ailleurs, au détriment, n'est-ce pas, des industries locales. Ça, c'est le deuxième aspect. L'autre aspect maintenant fondamental aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nos pays, n'est-ce pas, nous devons aller vers ce qu'on appelle de la production en chaîne. C'est-à-dire aujourd'hui, nous devons nous servir aujourd'hui des institutions que nous avons, comme la CEDEAO, la CEMAC, également ce qu'on appelle la ZLECA, c'est des organisations sous-régionales qui nous permettent aujourd'hui de faire des échanges. Aujourd'hui, on a vu dans le cadre de la Côte d'Ivoire, qui est beaucoup avancé, n'est-ce pas, dans les produits de substitution comme le maïs, la banane. Le Sénégal a aussi avancé, n'est-ce pas, dans le mil. Pourquoi ne pas chercher, n'est-ce pas, autre chose? Nous pouvons en Afrique, après des échanges de production, voir dans la mesure du possible quel est l'apport que le Sénégal peut avoir avec la Côte d'Ivoire et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour le Sénégal pour quand même ensemble les coûts de production se remettent. Maintenant, si la Côte d'Ivoire se développe avec la géographie qui est là, c'est le Sénégal qui se développe en même temps. Mais si le développement vient d'ailleurs de l'Ukraine et d'autres pays, donc les effets induits, n'est-ce pas, vers le développement, ça pose problème. L'autre élément aujourd'hui qu'on ne dit pas davantage, comme je vous ai dit, les schémas traditionnels aujourd'hui du commerce international ont changé. Depuis les années 1960 jusqu'à nos jours, en fait, vous avez vu que le Sénégal était dans la monoculture arachidière, la Côte d'Ivoire dans la monoculture de café et de cacao. Et ça, c'est des schémas traditionnels que nous avons hérités, n'est-ce pas, de la théorie d'Adam Smith et de David Ricardo, qui dit donc chaque pays devait se spécialiser, n'est-ce pas, dans la production du bien. Mais aujourd'hui, c'est diversifié. C'est diversifié. Oui. Maintenant, donc, ce qu'il faut faire, il faut qu'on aille vers ce qu'on appelle la spécialisation forcée. Aujourd'hui, on a besoin de blé. On a besoin, par exemple, du mil. Nous essayons de forcer, c'est-à-dire de faire une spécialisation forcée. En fait, en humanisant effectivement le commerce, en ne regardant pas que les coûts de production, il faut voir maintenant les habitudes de consommation, forcer la population. Et l'État, justement, la responsabilité de l'État s'engage. Même si le rendement par hectare est relativement très faible, l'État subventionne, accompagne les boulangers pour peut-être changer, pour que ceux-ci ne puissent pas produire à perte, n'est-ce pas, supporter un certain nombre de coûts de production, les permettant, n'est-ce pas, de les accompagner pendant une longue période, peut-être 3, 4 ans, 5 ans,
pour quand même changer les habitudes de consommation. Ça Alors, pose un problème. le Sénégal est dans ce processus-là. Vous et également d'autres acteurs de la production agricole, vous menez ce combat depuis plus de 10 ans. Et malheureusement, hein, je dirais comme ça, au Sénégal, beaucoup de personnes préfèrent le blé. Qu'est-ce qui l'explique? Je pense, c'est pourquoi je disais que c'est important pour qu'un décideur prenne des décisions. Moi, je ne veux pas comprendre qu'aujourd'hui, on parle toujours de nouvelle politique agricole. Je pense qu'il faut quand même qu'on puisse appuyer des producteurs pour qu'on puisse vraiment produire. Mais vous avez consulté les autorités sénégalaises. Oui, qu'est-ce qui est ressorti vraiment de cet échange? Je donne un exemple, pour terminer un peu. Aujourd'hui, moi je vous parle, le prix de la farine de mil, le prix de la farine de maïs est plus cher que le prix de la farine de blé. Ça, c'est un constat. Mais nous, les boulangers, nous avons dit que, quelle que soit la cherté de ces prix, nous voulons aller vers une alternative. C'est pourquoi nous avons dit à l'État du Sénégal, il y a un décret 79-665 bis qui disait qu'en 1979, que quand vous incorporez, vous devez impérativement incorporer 20% du mil du maïs dans le pain. Et ce n'est pas fait. Et ce n'est pas possible même, parce qu'il n'y avait pas les acteurs qui n'étaient pas engagés pour ça. Et nous, aujourd'hui, on a pris ce décret pour demander au gouvernement du Sénégal de modifier ce décret en incorporant d'autres céréales, le mil, le maïs, le fonio et le sorgho, plus d'autres légumineuses comme le niébé et le manioc. Parce que c'est toujours par rapport à la sécurité alimentaire. C'est des produits qui ont des apports nutritionnels. Par exemple, si vous prenez le fonio, c'est très bien pour les diabétiques, tout ça. Donc tous ces éléments-là, nous avons bien étudié. Et nous avons dit, nous, pour démarrer ça, on a dit qu'on ne peut pas faire un pas sans avancer. Au Sénégal, par exemple, nous importons plus de 800 000 tonnes de blé. Nous sommes dit, écoutez, avec 100 000 tonnes qu'on bloque sur les importations, bien certes, les importations vont augmenter parce que la population augmente 2,8, tout ça. Avec 100 000 tonnes bloquées sur nos céréales, c'est plus d'un milliard. Et nous avons dit que, utilisons nos boulangers avec le recensement qu'on vient de terminer, parce qu'il fallait connaître quels sont les boulangers. On a recensé les boulangers du Sénégal. Aujourd'hui, on est à 2521 boulangeries recensées avec paramétrées. Et avec ces 2500 boulangeries, nous avons dit que notre objectif, c'est aller vers, d'ici 2 ans, 3 ans, au moins, accepter qu'on puisse aller à 100 000 tonnes de blocage. Tout ça, c'est un processus technique. C'est pourquoi je dis que les décideurs doivent écouter les acteurs pour qu'on ait les solutions. Donc 100 000 tonnes, ça dit que c'est un appui pour cette chaîne de valeur-là. Et ce qu'a compris l'USAID qui dit qu'il nous appuie sur ce plaidoyer-là. Au moment où je vous parle, on est en train de faire ce plaidoyer pour dire que, impérativement, avant février, il faut qu'on signe ce décret. Impérativement, avant février 2023. Avant février 2023, il faut impérativement que ce décret soit signé. Oui. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on nous arrête les slogans. Donc, je pense qu'un décret se signe en une journée et appuyer les boulangers, c'est quelques heures. Donc, ce qu'on peut retenir comme alternative, il n'y a pas que le blé, il y a la farine de manioc, il y a la farine de banane, le mil, le fonio, il y en a assez. Vous êtes toujours avec vous êtes promoteur de l'école de formation des élites de la boulangerie et pâtisserie et vous privilégiez justement les céréales locales. Quelles sont les formations que vous proposez au sein de votre établissement? En fait, nous venons de démarrer, nous allons ouvrir l'école quand même au mois de janvier, nous attendons l'agrément pour terminer. Nous, depuis des années, nous sommes des professionnels de la boulangerie. Nous nous sommes dit que nous allons nous spécialiser dans la boulangerie du consommateur local. Ça veut dire que toutes ces alternatives-là, il faut qu'on le montre. Parce que moi, je n'ai pas une seule boulangerie. J'ai une boulangerie à Saint-Louis, à Dakar, j'en ai 2, par exemple. Et je suis dans une famille où on a plus de 126 boulangeries, uniquement dans ma famille. C'est pourquoi je me suis capté pour dire quoi? Notre fédération, nous allons former d'abord. Parce qu'au Sénégal, il y a le CS, une formation classique, et le CAP. Ça, c'est des formations qui peuvent être suivies classiquement dans les écoles. Mais nous avons, c'est pourquoi nous avons des élites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons beaucoup plus former des formateurs pour qu'on puisse vraiment... D'accord. Alors, docteur Keita, je termine avec vous. Que pensez-vous de cette école de formation? Est-ce que vous pensez qu'il faut multiplier ces écoles-là en Afrique, ces écoles de la boulangerie et pâtisserie qui privilégient les céréales locales? Bien sûr, c'est une très bonne initiative. Je pense que nous n'allons pas cesser d'accompagner M. Gué. Et dans cette logique qu'il est en train de faire, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, il faut qu'on professionnalise effectivement un certain nombre de fonctions.
que ce soit la fonction de boulanger, que ce soit la fonction de peintre, que ce soit la fonction de maçonnerie, lorsqu'on va professionnaliser, ça nous permet, n'est-ce pas, de nous prendre en charge un certain nombre de questions. Je dis que la production, c'est des chaînes de valeur. Pour favoriser des chaînes de valeur, il faut qu'on sache que ceux qui exercent cette mission-là, c'est des professionnels. Ce n'est pas seulement dans la production. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des boulangers qui n'établissent pas, par exemple, des cahiers de charges, qui n'ont pas peut-être, par exemple, la comptabilité. Quand on va les former, ce n'est pas seulement dans le métier de la boulangerie, c'est professionnaliser leur mission pour qu'on puisse les dire, par exemple, dans la communication également, comment eux aussi, ils peuvent aider l'État dans sa mission régalienne, n'est-ce pas, pour changer les habitudes de consommation. Je pense que des initiatives comme ça doivent être répliquées un peu partout en Afrique, pour comprendre maintenant qu'aujourd'hui, quand nous voulons aller vers ce qu'on appelle le consommation local, ce n'est plus un slogan, mais c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est des initiatives vraiment, à mon avis, qu'il faut encourager et que l'État doit les accompagner, n'est-ce pas, dans la mise en place, n'est-ce pas, de ce grand projet aujourd'hui. C'est le cas aussi en Guinée qu'on a Bien sûr, en Guinée, dans d'autres pays. Vous êtes de la Guinée, justement. Voilà, exactement. que des initiatives comme ça vraiment doivent être saluées et encouragées dans beaucoup d'autres pays africains pour permettre effectivement aujourd'hui que le consommation local soit une réalité au-delà, n'est-ce pas, du slogan. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. À l'instant, Dr Souleymane Keita, vous êtes enseignant spécialiste des finances publiques. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie vraiment de l'initiative que nous avons donnée aujourd'hui de parler de l'Afrique, surtout de la question centrale aujourd'hui du blé. D'accord, merci à vous. Amadou Gaye, vous êtes président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi, un grand plaisir d'être là aussi. Je remercie au passage, vraiment, j'ai beaucoup appris aussi avec Dr Keita. Et pour rassurer que l'Afrique, nous les Africains, nous allons prendre choses en main. Et c'est pourquoi je disais tantôt que nous avons créé déjà une confédération ouest africaine de la boulangerie. Notre premier objectif, c'est quelles sont les alternatives qu'on peut avoir pour donner aux Sénégalais, aux Africains d'Afrique de l'Ouest, un pain de qualité et nutritionnel. Vous l'avez compris, on peut consommer un pain, pas seulement à base du blé, mais à base de la farine, farine de manioc ou encore de patates. C'est possible, vous l'avez entendu, c'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. On se retrouve très bientôt sur Medi 1 et portez-vous bien. Thank you.